Le repos, je crois, mais bon, je sais pas comment il va. Ok, bonjour et bienvenue à ce webinaire du 16 février organisé par le CINOFDES. Donc aujourd'hui, nous vous proposons un focus sur les dernières actualités de la formation professionnelle et spécifiquement sur 3 décrets, celui de la VAE, celui du contrôle des financeurs et également de la sous-traitance dans le cadre du CPF. Donc au préalable, quelques règles d'usage. Donc vos micros sont coupés et le webinaire est en cours d'enregistrement afin de mettre à disposition un replay. Et au niveau des questions, vous avez la possibilité de nous les poser via le chat. Et on a convenu de prendre à chaque fin de présentation de décret 2 questions pour pouvoir y répondre. Et s'il nous reste du temps à la fin, a priori, il nous en restera. On prendra un quart d'heure aussi pour répondre à vos questions. Donc exceptionnellement, on part sur 1 heure et quart de webinaire. D'habitude, c'est 1 heure et là, c'est sur 1 heure et quart. Et sachez que vos questions peuvent nous permettre de nourrir nos réflexions et également peuvent être transmises à la DGFP en vue de la publication tant attendue de la fac. Donc sans transition, j'ai le plaisir de vous présenter Silouane Gamavo, juriste en droit et économie de la formation au CINOFDES. Silouane, c'est à toi. Merci Hélène. Bonjour à tous et à toutes. Alors, j'ai le plaisir ce matin de vous présenter ce webinaire sur l'actualité juridique qui a fait l'objet de tant de décrets et de tests en fin de l'année dernière. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tests qui sont parus, mais aujourd'hui, nous avons voulu concentrer notre présentation sur 3 décrets. Et donc, le premier décret est relatif à la VAE et le deuxième portera sur le contrôle des financeurs. Et le troisième, je sais que il fait couler beaucoup d'encre en ce moment, donc ce sera le décret portant sur la sous-traitance CPF. Alors, s'agissant du décret relatif à la validation des acquis, un propos introductif, ce test a été pris en application d'une loi, c'est une loi datée de décembre 2022 et c'est cette loi qui a réformé le dispositif de la VAE. Et donc, cette loi en question, d'une part, elle a permis la création du service public de la VAE, France VAE notamment. Ensuite, elle a simplifié tout ce qui concerne les démarches dans le cadre de la VAE ainsi que la sécurisation des parcours. Et donc, ce décret particulièrement comporte un certain nombre de dispositions, mais j'ai voulu limiter son décryptage ou la présentation de ce matin qu'au point essentiel qui concerne les prestataires de formation qui pourront être architectes accompagnateurs de parcours dans le cadre de ce dispositif-là. Et si vous voulez plus d'informations sur ce décret, on a mis les notes de décryptage à disposition, vous les aurez à la fin. Et donc, pour commencer, ce décret, premièrement, a prévu un certain nombre de dispositions techniques en matière de protection de données. Et donc, différentes catégories de données seront enregistrées sur la plateforme France VAE, notamment les données d'identification des candidats, dont le numéro de sécurité sociale, ce qu'on entend par numéro NIR, et aussi en tant que personne accompagnatrice, ce que j'ai défini tout à l'heure, AAP. Dès que vous vous inscrivez sur le site, il y aura un certain nombre de données qui devront être collectées. Donc, notamment, là, concrètement, pour les APP, il n'y aura pas le NIR qui sera collecté, mais juste les données d'identification des personnes qui représenteront vos structures. Ensuite, en termes de données, tout ce qui concerne les certifications professionnelles à obtenir dans le cadre de cette démarche, aussi les données relatives au projet professionnel du candidat et également les données relatives au financement du parcours. Et donc, comme je l'ai dit, en termes de personnes autorisées à enregistrer ces données ou à les consulter, bien évidemment,
les prestataires de formation sont autorisés, ainsi que les AAPP. Donc, un candidat peut vous mandater pour remplir les démarches en lieu pour son compte. Vous pouvez le faire pour ce candidat en question. Alors, en termes de procédure, comme je l'ai dit tantôt, toute la procédure de la VAE a été simplifiée et notamment aujourd'hui, toute personne qui souhaiterait s'engager dans une démarche de validation de ses acquis doit obligatoirement s'inscrire sur la plateforme France VAE. Et cette plateforme, nous vous l'avons présentée lors d'un webinaire de l'été dernier, oui. C'était Olivier Gérard qui avait présenté ce webinaire. Et donc, du coup, cette plateforme en question a vocation à être une base de données nationale qui pourra permettre à toute personne de bénéficier de toute information gratuite sur la VAE, sur les certifications professionnelles ou les blocs de compétences concernés. Ensuite, sur les modalités de financement. Donc, c'est vraiment la plateforme de référence. Ensuite, dès que le candidat s'inscrit sur cette plateforme, il peut, dès son inscription, demander à bénéficier de l'accompagnement de l'AAPP. AAPP, je ne l'entends pas, architecte accompagnateur de parcours. Et dans ce cas, il y a une exigence quand même pour être AAPP sur la plateforme et être référencé. Il faudrait que la APP dispose de la certification Calliope dans la catégorie Action VAE. Et autre information sur le site en question, il y a une autre exigence sur cette certification. Il faudrait que la certification ait une durée de validité de moins de 3 mois afin que la APP soit référencée. Ensuite, le décret renvoie à un arrêté qui précisera les modalités de l'accompagnement par la APP et il s'agira notamment de ses missions, de ses droits et obligations. Donc, on attend impatiemment la parution de cet arrêté. Donc, dès qu'il paraîtra, vous aurez les informations nécessaires. Et ensuite, sur cette slide, vous avez un renvoi sur le site France VAE sur les modalités de référencement de l'APP. Ils ont élaboré un guide très pratique et bien structuré, à mon sens, où vous avez toutes les informations pour vous aider dans le cadre de ce référencement. Autre point précisé par ce décret, il s'agira de la prise en charge des frais d'accompagnement. Alors aujourd'hui, ces frais d'accompagnement de la VAE sont pris en charge par l'OPCO Uniformation dans le cadre d'une convention qu'ils ont signée avec l'État. Et plus tard, dès que le groupement d'intérêt public qui pilotera cette plateforme sera constitué, il reviendra au conseil d'administration ou à l'Assemblée générale de ce GIP de déterminer les modalités de prise en charge des frais d'accompagnement. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai rappelé, Uniformation prend en charge un certain nombre de frais, notamment les frais de parcours, les frais d'accompagnement, qu'ils soient individuels ou collectifs, ainsi que les frais de jury. Aussi, dans le cas de ce décret, le candidat pourra mobiliser les droits inscrits sur son CPF pour s'engager dans le parcours ou bénéficier de cofinancement d'autres financeurs, notamment les opérateurs de compétences, France Travail ou les régions. Et aux dernières nouvelles, cette plateforme en question est en cours d'inscription. Donc, au fur et à mesure, de nouvelles rubriques s'ajouteront. Puisqu'à ce stade, il n'y a que 2 rubriques. Une rubrique consacrée pour les candidats et une autre pour les professionnels qui souhaitent s'inscrire. Alors, dernier point de ce décret que j'ai bien voulu rappeler, c'est les modalités concernant le congé VAE. Alors, pas souci de simplicité, de célérité, les délais ont été réduits
Et donc, désormais, toute demande d'autorisation qui sera adressée par un salarié à son employeur devra être faite dans un délai de 30 jours avant le début des actions. Et donc, ce délai était fixé à 60 jours. Aujourd'hui, il a été réduit de moitié. Et dans le même temps, l'employeur a l'obligation de répondre aux salariés dans un délai de 15 jours, suivant la date de réception de sa demande. Et comme je l'ai indiqué, ce délai était de 30 jours et pareil, il a été réduit de la moitié. Alors, je crois que c'est la dernière partie de ce décret, je viens de finir la présentation de ce décret. Est-ce que vous avez des questions? Emeric, est-ce qu'il y a des questions Alors, dans le chat? pour l'instant, il n'y a pas une nouvelle question. Il Donc, n'y a pas de tu questions. peux continuer. D'accord, OK. Bon, s'il n'y a pas de questions sur ce décret, on poursuit avec le deuxième. Alors, il s'agit du décret relatif au contrôle des financeurs. Ce décret particulièrement a renforcé les moyens d'action des financeurs, notamment ceux des opérateurs de compétences. Et donc, nous aborderons successivement la définition du contrôle qualité dans le cadre de ce décret, ensuite d'autres dispositions. Alors, pour vous rappeler le contexte, le Code du travail autorise les financeurs à s'assurer de la qualité des actions de formation qu'ils financent, au-delà du fait que les prestataires de formation aient une obligation de certification Calliope. Parallèlement, les financeurs peuvent s'assurer de la conformité, peuvent s'assurer de la qualité de ces formations-là. Et donc, le décret en question définit ce qu'on entend par contrôle qualité. Donc, il s'agit pour le financeur de s'assurer de la conformité des formations aux obligations légales et conventionnelles. Et donc, ce contrôle peut être réalisé conjointement à un contrôle de service fait, va être coordonné ou être mutualisé entre les financeurs. Et aujourd'hui, la mutualisation se fait déjà puisque la plupart des opérateurs de compétences délèguent leur contrôle au GIE 2OF. Donc, c'était le groupement d'intérêt économique qui avait créé Datadoc. Aujourd'hui, ce groupement d'intérêt n'a pas disparu, il continue d'exister. Donc, les cours leur délèguent les différents contrôles. Et quelle est la suite de ce contrôle? En fait, si un financeur, lors de son contrôle, remarque ou constate en fait qu'un prestataire ne respecte pas ses obligations en matière de qualité des actions, il peut directement signaler ce prestataire à l'organisme certificateur ou l'instance de labellisation qui lui a délivré la certification Calliope. Alors qu'avant, ce signalement direct n'existait pas. Lorsque le financeur constate ce manquement, il le signale au ministère de la formation professionnelle et charge au ministère par la suite d'informer le certificateur ou l'instance de labellisation. Aujourd'hui, il n'y a plus cette intermédiation. Le financeur peut directement procéder à ce signalement-là. Et en termes de sanctions, alors le décret ne précise pas réellement les sanctions encourues, mais quand on regarde les dispositions applicables à la certification Calliope, le certificateur ou l'instance de labellisation pourra procéder à un audit complémentaire dans ce cas spécifique et le prestataire risque une suspension ou un retrait de sa certification en fonction de la gravité du manquement. Et donc, il reviendra finalement au certificateur ou à l'instance de labellisation de prendre une décision dans ce cas d'espèce. Alors, autre point, comme je l'ai dit tantôt, ce décret a renforcé les moyens d'action des opérateurs de compétences en matière de contrôle, que ce soit le contrôle de qualité ou le contrôle de service fait. Premièrement, désormais, les opérateurs de compétences tiendront compte non seulement des résultats des contrôles qualité, mais aussi ceux du service fait
lorsqu'ils examineront les dossiers de prise en charge adressés par les entreprises ou par les prestataires de formation lorsqu'ils sont mandatés par les entreprises. Et par exemple, si je prends un exemple simple, dans le cas de l'apprentissage, l'OPCO doit vérifier un certain nombre de points et ces points constituent des motifs de refus de prise en charge. Il s'agit principalement de l'éligibilité de la formation à l'apprentissage, ensuite l'âge de l'apprenti, sa rémunération, ainsi que le profil du maître d'apprentissage. Donc, désormais, outre ces 4 points de contrôle pour l'apprentissage, lorsqu'aussi un prestataire a des résultats défaillants, ces résultats peuvent énormément influer sur la décision à prendre par l'opérateur de compétences pour les futures actions à prendre en charge. Et donc, nous vous invitons quand même à rester vigilants dans le cadre de l'exécution des actions de formation pour ne pas subir les conséquences de ces différents contrôles. Autre point, dans le cadre du contrôle de services fait, le contrôle de services fait, en fait, en réalité, est réalisé en tenant compte également de 3 pièces justificatives. Il s'agit des factures, des relevés de dépenses présentés par les entreprises et en dernier point, le certificat de réalisation. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que ce principe existait déjà, mais aujourd'hui, l'opérateur de compétences peut demander tout autre document, toute autre pièce complémentaire qui lui permettrait de s'assurer de la réalisation de l'action de formation et de sa conformité aux dispositions en vigueur. Et ce contrôle de service fait s'étend désormais à l'apprentissage alors que ce n'était pas le cas auparavant. Autre point, l'opérateur de compétences peut effectuer un contrôle de la qualité dans les locaux, soit du prestataire de formation, soit de l'entreprise cliente, afin de s'assurer de la qualité des actions de formation financées. Et donc, lorsque l'opérateur de compétences procède à ce contrôle, il enverra les résultats à l'intéressé et quand l'intéressé dispose d'un certain délai pour faire valoir ses observations et ce délai est fixé par l'opérateur de compétences et il ne peut être inférieur à 7 jours. Et dernier point, le décret a étendu les motifs de refus de prise en charge et désormais, un opérateur de compétences peut refuser la prise en charge de nouvelles actions de formation en cas d'opposition à un contrôle qualité ou en cas d'inexécution des actions de formation. Alors, Silouane, il y a 2 questions. Oui. La première de Muriel Myrienne. Quels sont les autres points que le financeur peut vérifier lors de son audit? Alors, quels sont les autres points que le financeur peut vérifier lors de son audit? Alors, ça dépendra en fait de la catégorie de l'action financée. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, si c'est l'apprentissage, il y a des points spécifiques à vérifier. S'il s'agit d'une action de formation simple ou une action éligible au PDC, il y a également des points à vérifier. Et donc, de toutes les façons, les points à vérifier, c'est la conformité de la formation, disposition légale et en vigueur applicable à chaque catégorie de formation, tout simplement. Merci, Silouane. Il y en a une deuxième. Quelle est la date du décret? Je suppose c'est la date d'entrée en vigueur. Ah, la date d'entrée en vigueur. Alors, le décret en question est paru il est daté du 28 décembre 2023. Il est paru au journal officiel du 31 décembre. Donc, du coup, généralement, quand les décrets paraissent, sauf mention contraire, ils entrent en vigueur au lendemain de leur parution. Donc, il est en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Merci, Silouane. Il n'y a pas d'autres questions. Tu peux continuer. OK. Donc, en termes de
signalement, alors le décret renforce également les pouvoirs d'action des opérateurs de compétences en matière de signalement. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui, ils conservent leur pouvoir de signalement concernant toute action de formation, qu'il s'agisse d'une action de formation, d'un bilan de compétences, d'une action de VAE. Ils ont ce pouvoir de signalement et ce signalement est effectué auprès des DRETS, donc les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ensuite, point particulier concernant l'apprentissage. Alors, désormais, non seulement l'opérateur de compétences a la possibilité de faire le signalement lorsque le prestataire ou le CFA qui aura conclu une action de formation par apprentissage, lorsqu'il constatera, une inexécution dans le cadre de cette action de formation par apprentissage, le pro peut procéder au signalement du prestataire à la traite. C'est un truc qui n'existait pas aujourd'hui, c'est une nouveauté. Ensuite, toujours en matière d'apprentissage, lorsque l'opérateur de compétences constatera toute incohérence entre le contenu de la formation par apprentissage proposé par l'OFA ou le CFA, ainsi que le référentiel de compétences du diplôme concerné, il peut signaler ce prestataire à la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage et cette mission est implantée dans chaque région. Et dernier point, lorsqu'il constate un manquement dans l'exécution du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, puisque avant tout, ce sont des contrats de travail au sens juridique du terme. L'opérateur de compétences peut également procéder à un signalement auprès de l'inspecteur du travail. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions par rapport à ce décret? Alors non, Sylvain, il n'y a pas de nouvelles questions. Je peux continuer. D'accord. Bon, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des choses qui existaient, c'est juste un renforcement Sylvain, Oui? excuse-moi, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver de Muriel Myrienne qui souhaite savoir si la mission de contrôle des formations par APP est nouvelle. Est-ce qu'elle est nouvelle? Non, elle n'est pas nouvelle, c'est les missions de formation, missions de contrôle pédagogique des formations par apprentissage existent depuis, et même ces missions ont été renforcées avec la loi Avenir professionnel. C'est pas une disposition nouvelle en soi. Merci, il n'y a pas de nouvelles questions. Tu peux continuer. OK. Alors, le troisième décret tant attendu. Il s'agit du décret relatif à la sous-traitance CPF. Alors, quelles sont les principales dispositions de ce décret et réellement ses impacts pour les prestataires de formation? Alors, à l'entame de mes propos, c'est vrai que ce décret a été publié le 28 décembre. Et donc, l'objectif, c'était en fait de mettre fin au portage salarial et de responsabiliser les prestataires de formation référencés sur mon compte formation. Donc, c'est l'objectif de ce décret, puisque en fait, ce décret est venu en application d'une loi du 22 décembre 2022 qui a prévu un certain nombre de dispositions en matière pour mettre fin au démarchage abusif des titulaires de comptes et pour lutter contre les fraudes. Donc, c'est dans ce cadre que la sous-traitance a été instaurée. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je me suis dit qu'il était important quand même de rappeler la définition de la sous-traitance ainsi que la distinction entre sous-traitance et prestation de services, puisque on a eu pas mal de questions sur le sujet. C'est pas aisé de faire cette distinction-là. Et donc, en termes de définition de la sous-traitance, alors, cette définition que vous voyez là, la première, elle est issue d'une loi du 31 décembre 1975 et c'est une opération par laquelle un entrepreneur ou un donneur d'ordre
confie à une autre personne appelée sous-traitant et sous sa responsabilité, bien entendu, l'exécution de toute partie d'un contrat d'entreprise. Donc, c'est la définition de la sous-traitance de façon globale. Donc, la sous-traitance fait appel à une relation tripartite. Donc, vous avez un donneur d'ordre, un sous-traitant et un maître d'ouvrage. Spécifiquement pour le CPF, on a une définition consacrée par l'article L6323-9-2 du Code du travail. Et il s'agit d'une opération par laquelle un prestataire de formation qui détient un numéro de déclaration d'activité confie à un sous-traitant et nécessairement, il faudrait la conclusion d'un contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions de formation éligibles au CPF. Ça, c'est la définition de la sous-traitance dans le cadre du dispositif CPF. Alors, quelle est la distinction entre contrat de prestation de services et contrat de sous-traitance? Comme je l'ai dit tantôt, la différenciation n'est pas aisée à appréhender. Mais donc, là, concrètement, pour le contrat de service, contrat de prestation de service, on verra la distinction au niveau de 3 points: les personnes engagées, les objectifs et le bénéficiaire final. Et donc, en termes de personnes engagées, le contrat de prestation de service, finalement, est une relation bipartite entre le donneur d'ordre et un prestataire qui soit personne physique ou personne morale. Et par contre, dans le cadre du contrat de sous-traitance, c'est une relation tripartite, comme je l'ai dit tantôt, entre un donneur d'ordre, un sous-traitant et un maître d'ouvrage. Et donc, spécifiquement, dans le cadre des actions de formation, on aura le maître d'ouvrage qui sera une entreprise cliente et le donneur d'ordre qui sera l'organisme de formation et le sous-traitant qui peut être un formateur individuel ou un organisme de formation. Donc, ça dépendra. En termes d'objectifs, le contrat de prestation de services vise à répondre à un besoin d'externalisation de compétences qui n'existe pas au sein de l'organisation du donneur d'ordre. Par exemple, pour un prestataire de formation, il peut décider de conclure un contrat de prestation de service pour déléguer la gestion administrative des contrats ou soit tout ce qui concerne l'ingénierie pédagogique, etc. Il peut recourir à un contrat de prestation de service dans ce cadre-là. Alors que dans le cadre du contrat de sous-traitance, l'objectif est de répondre à un déficit ponctuel de compétences qui serait absente dans l'organisation du donneur d'ordre. Donc, du coup, si je prends le cas d'un formateur, peut-être le prestataire de formation n'a pas assez de formateurs pour dispenser la formation à laquelle l'entreprise a souscrit. Donc, bien évidemment, il peut conclure un contrat de sous-traitance avec un formateur individuel ou un autre organisme de formation pour pouvoir exécuter cette action de formation. Et en termes de bénéficiaires, le contrat de prestation de service est conclu pour le compte du donneur d'ordre pour lui-même. Il n'y a pas un besoin extérieur, alors que le contrat de sous-traitance est conclu pour le compte d'une entreprise cliente. Donc, ça, le contrat de sous-traitance fait appel à une tierce personne, même s'il n'y a aucune relation directe entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. Alors, vous avez un petit schéma synthétique de ces différentes différenciations des deux types de contrats. Et là, vous voyez à ma gauche, là, vous avez un organisme de formation qui conclut directement un contrat de prestation de service avec soit une personne morale ou une personne physique. Et là, vous voyez bien ici, la relation est bipartite. Il n'y a pas une tierce personne qui soit en jeu. Alors que ici, vous avez l'entreprise cliente qui conclut une convention de formation pour ses salariés. Et là,
Le donneur d'ordre ici est un organisme de formation. Donc, pour exécuter cette convention de formation, il conclut un contrat de sous-traitance, soit avec un formateur indépendant, soit avec un organisme de formation qui est une personne morale. Et si la sous-traitance est confiée à un organisme de formation, forcément, ce sera les salariés de l'organisme de formation qui exécuteront la prestation. Et dans le cadre de leur contrat de travail, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne poursuive? Alors oui, il y a des questions. Alors, est-ce qu'il faut faire apparaître dans le contrat de sous-traitance le nom du client final? Alors, ça dépend. Si vous avez conclu le contrat avec une personne physique, un formateur indépendant physique, oui, il faudrait faire apparaître son nom. Mais s'il s'agit d'un organisme de formation, il serait pas mesure de prudence parce que vous ne savez pas si vous nommez la personne, il peut y avoir un risque où ça ne soit pas cette personne qui exécute finalement la prestation. Donc, si c'est un contrat de sous-traitance conclue avec un organisme de formation, la prudence serait de mise. Il faudrait juste nommer l'organisme de formation en question en tant que sous-traitant et à lui, plus tard, de désigner les personnes qui pourront intervenir dans le cadre de cette prestation-là. Merci Sylvain. Il y a une deuxième question. Est-ce que si on fait appel à un intervenant formateur qui a une compétence spécifique et qu'aucun formateur salarié de l'OF n'a cette compétence-là, est-ce qu'il n'y a pas forcément sous-traitance? Alors, j'ai pas bien. Tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Alors, concrètement, si un OF, admettons, il y a un OF qui fait appel à un intervenant, un formateur, donc à une compétence spécifique qui n'est pas présente en fait dans l'OF en question, est-ce qu'il n'y a pas nécessairement sous-traitance dans cette situation-là? Oui, parce que ça rejoint la définition que j'avais donnée tout à l'heure, puisque là, si vous faites appel à un espèce spécifique sur une question donnée et vous n'avez pas ces compétences en interne, forcément, c'est de la sous-traitance. Alors, il y a Bénédicte Moulet qui souhaite exceptionnellement formuler sa question à l'oral. Alors, allez-y, madame. Merci, pardon. Je me permets, on n'est pas trop nombreux. En fait, c'est la différence entre la précédente diapo et cette diapo qui me pose question. Parce que pour moi, effectivement, les formateurs intervenants extérieurs, ils étaient sur de la sous-traitance. Mais quand on regarde la diapo précédente, en tout cas, quand vous l'avez commenté, vous nous avez dit si c'est quelque chose que l'organisme répondre à un besoin de compétences spécifiques qui ne sont pas maîtrisées, c'est-à-dire que nous, on maîtrise la formation, mais imaginons qu'on fasse une formation compétences transverses et qu'on ait un besoin de quelqu'un sur des gestes techniques en restauration, un pâtissier, je vais dire comme ça. On va faire exceptionnellement appel à cette personne. Voilà, j'arrivais pas bien à comprendre la différence, en fait. Franchement, là, voilà, on joue peut-être sur des choses, mais c'était... voilà, alors, oui, je vous comprends parfaitement. Voilà, la distinction n'est pas simple à appréhender, comme je l'ai dit. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que il faut regarder les personnes engagées. Là, comme je l'ai dit tantôt, le contrat de prestation de service, vous n'avez pas forcément une demande d'une personne extérieure. Et donc, généralement, il peut y avoir d'autres contrats de prestation de services spécifiquement en matière de cœur de métier formateur. Mais généralement, quand on conclut des contrats de prestation de services, c'est juste pour déléguer peut-être la comptabilité, la gestion administrative, la conception d'outils, etc. Mais dans notre cas spécifique, le contrat de sous-traitance, il faudrait que le sous-traitant intervienne dans la réalisation de l'action de formation pour qu'il y ait cette qualification de sous-traitance. Mais en tout cas, dans le cas du CPF, j'y reviendrai, les catégorisations, qui peut être sous-traitant ou pas, j'y reviendrai. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que le nombre de personnes qui est engagé, ici, contrat de prestation de service, vous avez une relation bipartite, vous n'avez pas une demande extérieure d'une personne tierce.
dans le contrat de sous-traitance, vous avez une demande d'une personne tierce et pour répondre à cette demande, vous n'avez pas les compétences dans votre organisation et vous sous-traitez finalement cette prestation à une autre personne. C'est ce qu'il faut comprendre. Est-ce que c'est plus clair? Impeccable, merci. Oui, c'est très clair. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tantôt, la délimitation du périmètre de la sous-traitance n'est pas aisée et le décret manque de clarification sur ces points-là. Et donc, aujourd'hui, spécifiquement en matière de CPF, tel que les tests sont rédigés, qui peut finalement avoir la qualité de sous-traitant. Et donc, à mon sens, ce sont des personnes, toutes les personnes qui interviennent dans la réalisation et le suivi du parcours pédagogique, puisque, rappelons-nous, la définition d'une action de formation telle que prévue par la réforme, la loi Avenir professionnel, c'est tout parcours pédagogique poursuivant un objectif professionnel. Et donc, en faisant le lien avec la définition de la sous-traitance dans le cadre du CPF, il faudrait que la personne sous-traitante que la mission a confiée à cette personne ait rapport avec la partie pédagogie pour qu'on puisse parler de sous-traitance. Donc, tant qu'il n'y a pas ce rapport avec la pédagogie ou le suivi, etc., à mon sens, hein, on pourrait parler de sous-traitance parce qu'on parle bien d'une opération par laquelle un donneur d'ordre confie à une autre personne l'exécution d'une action de formation éligible au CPF. Et qu'est-ce qui matérialise l'exécution de cette action de formation? Ça peut être l'animation, la construction des supports pédagogiques, etc. Donc, on y reviendra. C'est pour cela, dans le cadre du contrat à conclure avec le sous-traitant, il faudrait bien spécifier, distinguer les missions qui seront exercées par le sous-traitant. Et donc, cette clarification étant faite, alors, lorsque nous avons des accompagnateurs, des experts ressources ou un tuteur ou un support technique qui n'a pas la responsabilité du parcours pédagogique, est-ce qu'en soi, ces personnes peuvent être considérées comme sous-traitants? À mon sens, oui, mais dans le cas du décret tel qu'il est formulé, comme je le dis, c'est vrai, je me répète, mais je fais toujours le lien avec les tests. Mais tel que le décret est formulé, ces personnes peuvent intervenir en tant que sous-traitants, mais les exigences, etc., requises pour le CPF ne leur seront pas applicables parce qu'ils n'interviennent pas dans la partie parcours pédagogique suivi et autres. Et en dernier point, le cas particulier des personnes qui interviennent à titre accessoire, mais voilà, en tant que formateur, mais de façon ponctuelle sur une partie de l'action de formation. Et j'ai pris des exemples tels que les avocats, parce qu'il y a peut-être des avocats qui, voilà, en fonction de leur spécialité, etc., qui peuvent intervenir en tant que formateurs, mais leur métier d'origine n'est pas de la formation, des consultants ou des experts dans un domaine précis. Est-ce que ceux-là, finalement, on peut les considérer comme des sous-traitants? À mon sens, oui, même s'ils n'interviennent pas sur la totalité de l'action de formation ou d'un bloc de compétences, oui, parce qu'à un moment T, ils exercent l'activité de formateur, même si ce n'est pas leur activité principale. Et pour ces derniers, il y a une exigence de déclaration d'activité pour ces personnes, autant que les prestataires de formation qui interviennent de façon permanente. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce point précis? Alors, on a des questions, mais qui font lien avec la convention. Alors, j'en ai une qui demande, comment formaliser la relation tripartite, je suppose, dans le cas de la sous-traitance? Alors, on y reviendra. Alors, la relation tripartite, comme je l'avais dit, il n'y a aucune relation directe entre le maître d'ouvrage qui est l'entreprise cliente et le sous-traitant. Aucune relation.
La première relation, c'est entre le maître d'ouvrage et le prestataire, l'organisme de formation. Ça, c'est la convention de formation qui le matérialise. Ensuite, il y aura le contrat de prestation qui sera conclu entre l'organisme de formation et le sous-traitant. Donc, la relation tripartite, c'est pas les trois parties ne signeront pas le contrat au final, non. Le contrat sera finalement signé entre l'organisme de formation, prestataire de formation qui a conclu sa convention avec une entreprise et le sous-traitant final, mais l'objectif est de réaliser la mission qui a été confiée par l'entreprise. Donc, il n'y a aucune relation directe entre ces deux-là, en fait. Merci, On y Sylvain. revient. En termes de contenu de la convention et autres, j'y reviendrai. Merci, tu peux continuer. Alors, je vois une autre question. Alors, qui vient d'arriver. Alors, l'exigence du DNA pour les avocats est-elle obligatoire pour tous les cas, je suppose? Par exemple, nous faisons venir une spécialiste de théâtre en même temps que le formateur titulaire. Cette personne qui intervient en plus du formateur, n'a pas besoin de NDA, je suppose, le numéro de déclaration d'activité. Alors, ça dépendra parce que vous me dites que cette personne est en soutien avec un autre formateur, c'est ça? Est-ce que je crois comprendre? C'est ça. Cette personne est en soutien à un autre formateur, mais de toutes les façons, elle intervient en tant que formateur sur un module précis ou une matière précise. Ben, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tel que les tests sont conçus, sont rédigés, même si la personne intervient à titre accessoire, il y a l'obligation d'avoir ce numéro NDA. Mais en pratique, il peut y avoir d'autres choses, des exceptions, etc. Mais d'un point de vue des tests, c'est une obligation. Je pense que même la DGFP, la délégation générale de la formation professionnelle, l'avait rappelé dans le cadre d'un webinaire que j'ai suivi que ce numéro NDA était obligatoire pour tout le monde, que ça soit un prestataire permanent ou un prestataire qui intervient à titre accessoire. Merci, Sylvain. Il n'y a pas d'autres questions. Je peux continuer. OK. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, alors ce décret sous-traitant CPF prévoit un certain nombre de dispositions, notamment les mentions obligatoires du contrat de sous-traitance, les interdictions du recours de la sous-traitance, le plafonnement de la sous-traitance sur la plateforme Mon Compte Formation et en dernier point, les obligations de détention de la certification Calliope ou des habilitations à former par le sous-traitant. Et donc, à titre de rappel, toutes ces dispositions seront applicable à compter du 1er avril 2024 et pour tous les contrats de sous-traitance conclus à partir de cette même date. Et donc, ça suppose que tous les contrats de sous-traitance que vous avez conclus avant le 1er avril 2024 ne seront pas, sous le coup de ce décret en question. Ce décret ne leur serait pas applicable. Alors, en termes de contenu du contrat de sous-traitance dans le cas du CPF, les mentions obligatoires ont été limitativement énumérées par le décret. Premièrement, il faudrait bien spécifier les missions confiées aux sous-traitants, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et l'objectif de spécifier ces missions, de les distinguer, c'est de permettre de réduire les risques de requalification. Parce que voilà, il peut y arriver des fois où un juge peut requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail, même si le contrat porte la mention contrat de sous-traitance, il peut y avoir requalification. Donc, c'est le moment de bien rédiger ce document-là. Donc, je pense que
la DGFP mettra à disposition un modèle, mais si ce n'est pas le cas, nous également mettra à disposition un modèle afin de vous accompagner dans cette démarche-là. Et donc, en termes des missions à confier aux sous-traitants, est-ce que c'est toute la totalité de l'exécution de la formation au final que vous voulez lui confier ou est-ce une partie? Il faudra bien le déterminer. Et par exemple, je me répète, est-ce que c'est l'animation? Est-ce qu'il aura en charge la construction des supports pédagogiques jusqu'à l'évaluation qui sera faite de la formation? À vous de voir. Est-ce que c'est juste la partie animation et vous avez déjà vos supports? Ça aussi, c'est le moment de les clarifier. Et donc, dans ce sens-là, il faudrait quand même que le sous-traitant ait une certaine autonomie dans l'exécution de sa prestation, sinon il y aura risque de requalification en contrat de travail tout simplement. Et donc, ce contrat doit également comporter des mentions relatives au contenu et à l'ascension de la formation, les moyens mobilisés, que ce soit des ressources humaines, les ressources pédagogiques et techniques, les conditions de réalisation, la durée ainsi que le montant de la prestation. Donc, en tant que montant de la prestation, c'est à combien le sous-traitant vous facturera sa prestation, etc. Et donc, au final, on retrouve toutes les mentions obligatoires d'une convention de formation dans ce contrat de sous-traitance, alors que, en fait, ce contrat de sous-traitance sera adapté à votre relation contractuelle à la relation contractuelle entre le prestataire de formation et le sous-traitant. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de nouvelles questions. Je peux continuer. OK. Alors, le décret en question interdit le recours à la sous-traitance dans 2 cas spécifiques. Premièrement, lorsque vous sous-traitez une action de formation à un sous-traitant, ce dernier ne peut plus sous-traiter lui-même la même action, l'exécution de la même action à une autre personne. C'est ce qu'on appelle communément sous-traitance en cascade. Donc, le décret l'interdit. Ensuite, lorsque vous envisagez de confier l'exécution de l'action de formation à un prestataire de formation qui était référencé sur l'espace d'offre de mon compte formation et qu'il a fait l'objet d'un déréférencement temporaire par la Caisse des dépôts et consignations, vous ne pouvez pas sous-traiter cette action de formation à un tel prestataire. Et donc, à titre de rappel, les conditions générales de mon compte formation prévoyaient déjà ces 2 cas d'interdiction. Alors, autre point de ce décret, c'est le plafonnement de la sous-traitance sur la plateforme. Et donc, cette limite a été prévue par un arrêté du 4 février et donc, un prestataire référencé sur mon compte formation est autorisé à recourir à la sous-traitance. Toutefois, cette sous-traitance doit être réalisée dans la limite de 80% de son chiffre d'affaires qu'il réalise sur mon compte formation au cours de la même année civile. Et donc, c'est bien le chiffre d'affaires sur mon compte formation et non le chiffre d'affaires global du prestataire. Et donc, en termes de chiffre d'affaires réalisé, il faudrait juste comprendre que ce sont les encaissements que vous recevrez à la fin, puisque ce n'est pas le montant facturé. Le montant facturé ne sera pas égal forcément au montant encaissé à la fin de l'action de formation. Et donc, il y a une dérogation pour l'année 2024. Cette limite-là sera calculée, sera appréciée en tenant compte des actions conclues entre le 1er avril au 31 décembre 2024 pour apprécier le respect de ce plafond. Et en revenant à cette limite de 80%, il s'agirait de voir, en fait, autrement dit, le prestataire de formation référencé sur la plateforme a l'obligation de réaliser lui-même, sans avoir recours à la sous-traitance, au moins 20% de son chiffre d'affaires. Et donc, dans ces 20%, est-ce qu'il faudra
internaliser et confier ça, la réalisation de ces 20% uniquement à des salariés. Il conviendra voilà, nous attendons des précisions à ce niveau-là. Où est-ce que le prestataire a la possibilité de conclure, d'avoir recours à d'autres modalités, finalement, un CDD d'usage ou soit une mise à disposition dans les cas des OF qui appartiennent à une entreprise, etc. À voir. Nous attendons des précisions sur non seulement les modalités de calcul de ces 80%, mais aussi de façon concrète comment ça se matérialisera. Et donc, en termes de contrôle, également, les modalités de contrôle du respect de son plafond par la CDC devront également être précisées. Mais aujourd'hui, le décret impose aux prestataires de formation de communiquer à la CDC, à la Caisse des dépôts, tout contrat de sous-traitance qu'ils vont conclure. Donc, je ne sais pas si éventuellement la plateforme Mon compte formation pourra évoluer. Ils vont prévoir, je ne sais pas, une rubrique spécifique pour permettre aux prestataires de communiquer au fur et à mesure les contrats conclus à voir. Nous attendons des précisions en ce sens-là. Alors, autre point de ce décret, alors, pour rappeler le contexte, la loi qui avait instauré cette sous-traitance impose aux sous-traitants de respecter les mêmes conditions de référencement que les prestataires donneurs d'ordre qui sont inscrits sur Mon compte formation. Et dans ce cadre-là, ils doivent avoir un numéro de déclaration d'activité, ils doivent justifier de la qualité des formateurs qui interviennent, ils doivent également avoir la certification Calliope, également détenir les habilitations à former et autres, et bien évidemment s'engager à respecter les conditions générales d'utilisation de la plateforme. Ça, ce sont les conditions de référencement qui s'appliquent également aux sous-traitants. Et bien entendu, les sous-traitants n'ont aucune relation directe avec la Caisse des dépôts. Le donneur d'ordre, il revient au prestataire donneur d'ordre référencé sur la plateforme de garantir le respect de ces conditions par le sous-traitant. Et donc, il y a 2 exceptions qui ont été prévues par ce texte en question. Et la première concerne les sous-traitants ayant le statut de micro-entrepreneur. C'est ce qu'on appelle communément auto-entrepreneur et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe n'excède pas 77 700 €. Pour ces sous-traitants indépendants qui optent pour le régime micro-entreprise et le chiffre d'affaires n'excède pas le seuil requis, ils n'ont pas l'obligation d'avoir la certification Calliope ni de détenir les certifications professionnelles ou les habilitations à former et à évaluer. Donc, la première exemption, je dirais, concerne ces cas particuliers, les sous-traitants indépendants optant pour le régime de micro-social. Deuxième point, deuxième cas d'interdiction, il s'agira du cas où le prestataire ou le sous-traitant, du moins, intervient partiellement sur une action de formation et cette intervention partielle ne correspond pas à l'intégralité d'un bloc de compétences. Et dans ce cas précis, le sous-traitant sera dispensé d'être propriétaire de la certification ou d'avoir l'habilitation à former ou à évaluer des candidats délivrés par les organismes certificateurs. Donc, il n'y a que ces 2 exceptions pour le moment. Donc, on espère que la FAC dont nous attendons la sortie imminente pourra peut-être exempter, tel que je l'ai dit tout à l'heure, les sous-traitants qui interviennent de façon ponctuelle de cette obligation d'avoir Calliope, parce que nous avons reçu la question aujourd'hui. Le décret ne prévoit pas cette possibilité pour ces derniers parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de ces 2 exceptions. Donc, si c'est un sous-traitant dont ce n'est pas l'activité principale qui intervient à titre accessoire et de façon partielle et
aussi sur une partie de la formation. Aujourd'hui, dès que le test est rédigé, ils ont l'obligation d'avoir Calliope et de respecter toutes les conditions requises. Mais nous espérons quand même une certaine dérogation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point spécifique? Alors, j'ai deux questions. Alors, une question de Béatrice qui souhaite savoir est-ce que un OF qui délivre une formation certifiante, donc inscrite au RNCP, est donc éligible au CPF, a pour obligation de s'inscrire sur EDOF et d'effectuer toutes les démarches de référencement, même s'il ne mobilise pas le CPF? Alors, si vous ne mobilisez pas le CPF, je ne vois pas. En fait, alors, pour reprendre, vous avez une certification, vous êtes propriétaire d'une certification inscrite au RNCP, etc. Et donc, si vous n'avez pas de candidat qui souhaiterait mobiliser le CPF pour suivre une action de formation visant cette certification, je ne vois pas l'intérêt pour vous de contacter la CDC, le fait d'effectuer les démarches pour pouvoir être référencé. Ça n'a aucun intérêt. Mais si le besoin, de plus en plus, il y a des besoins qui se présentent, des personnes qui vous contactent et qui vous disent, bon, oui, nous souhaiterons mobiliser notre CPF pour cette formation, etc. Il vous reviendra d'analyser le besoin en tenant compte bien évidemment de vos intérêts, puisque cette inscription sur la plateforme comporte des contraintes et des lourdeurs, etc. dont vous devez respecter les obligations, etc. Donc, c'est à vous de voir l'opportunité de vous inscrire. Ce n'est pas une obligation. C'est vrai qu'il y a la liste des formations éligibles au CPF qui est bien identifiée dans le Code du travail, mais on n'impose pas forcément aux prestataires de s'inscrire. Voilà, si le besoin ne se fait pas ressentir. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Moi, j'ajouterais quelque chose. Tout dépend si vous êtes certificateur ou organisme de formation partenaire. Je pense que celui qui a l'autorité sur une certification, c'est celui qui fait l'exercice de dépôt, donc c'est le certificateur. Et alors, c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'il y ait des textes qui imposent qu'on demande son autorisation d'intégrer l'offre de formation correspondante à une certification sur EDOF. Mais je me dis quand même, Sylvain, tu parles de donneur d'ordre. Enfin, je ne sais pas si un certificateur est un donneur d'ordre, mais en tout cas, il est responsable de la certification. Donc, si personne ne met en ligne ses formations sur EDOF par rapport à cette certification portée par un certificateur, bah, ça n'aurait pas de sens. Donc, je me dis, il y a peut-être quand même un lien ou peut-être un échange à avoir avec le certificateur. Oui, vérifier, ça, c'est mais le bon. cas où la certification n'appartient pas, Oui. l'OF en question n'est pas propriétaire de la certification, oui. Donc il a une habilitation à former des candidats sur cette certification-là. Là, oui, mais la question qui m'a été posée, c'est le cas d'un prestataire qui est propriétaire, c'est bien ça, oui. Qui est propriétaire de sa propre certification. Est-ce que je me trompe? C'est ça, je suis parti de ce principe, c'est ça. C'était ça? Alors, ok, j'ai rien dit, pardon. Ah, non, je vois non. Ah. Ok. Donc, je pense qu'il y a deux distinctions à faire quand même dans ce cas-là. Est-ce que la personne peut apporter plus de propositions, de précision? Alors, pour un OF agréé, je ne vois pas la question, Emeric, s'il te plaît. Pour un OF agréé à former et certifié sur un titre pro du ministère du Travail. Oui, bah, bien sûr, oui. Bah, ok, alors, là, nous sommes dans le cadre d'une habilitation, on est d'accord, puisque le propriétaire de la certification, c'est le ministère du Travail, donc il y a une habilitation, un agrément. Et donc là, si le ministère du Travail décide que cette certification fera partie, le CPS sera mobilisé sur cette certification, il est possible de l'enregistrer, mais il faudra voir la convention d'habilitation qui a été signée avec le ministère du Travail pour définir les modalités de réalisation de la certification, en fait, quelles sont les catégories d'actions qui peuvent être mobilisées dans ce sens-là. Si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas autorisé à le faire parce que vous n'êtes pas propriétaire, c'est une habilitation. Donc, il faudra discuter, comme Hélène l'a dit, discuter avec le propriétaire et voir dans quelle mesure c'est faisable.
Merci Siloane. Hélène, j'ai une deuxième question. Est-ce que pour toutes les normes qui ont été indiquées tout à l'heure concernant les sous-traitants, est-ce que ces normes-là sont également applicables pour toute forme de formation ou uniquement pour les formations éligibles au CPF? Alors, à ce stade-là, c'est pour ça que à chaque fois dans mes propos, je spécifiais bien qu'il s'agit de la sous-traitance CPF. À ce stade des tests, ces obligations, ces normes ne s'appliquent qu'au dispositif CPF. Bien entendu, je ne sais pas si les tests évolueront pour les autres dispositifs de formation, action de formation, bilan de compétences, etc., action de VAE, mais pour l'instant, c'est que les personnes, les prestataires qui sont référencés sur l'espace EDOF. Donc, une personne qui n'est pas référencée n'est pas obligée de respecter ses obligations, en fait, sous réserve, bien entendu, d'une éventuelle évolution pour les autres dispositifs. Merci Siloane. Il n'y Est-ce a que pas j'ai de questions. répondu à... OK. Et Siloane, donc là, il est 10h05. Je te le dis OK. juste. D'accord. Bon, rapidement, je pense que c'est la dernière partie, non? Donc, rapidement, vous avez là un petit tableau synthétique qui vous permettront de voir si oui ou non votre sous-traitant, en fonction de sa forme juridique, détiendra ou pas la qualification, la certification Calliope ou l'habilitation. Et donc là, vous avez les formes juridiques. Si c'est un formateur individuel micro-entrepreneur, c'est non. Formateur indépendant ne relevant pas du régime micro-social, il a bien évidemment l'obligation d'avoir Calliope. Et concernant la certification ou l'habilitation, ça dépendra si son intervention est partielle ou intégrale. Donc, la même chose pour les organismes de formation exerçant sous la forme d'une société commerciale. Alors, dernier point, ce décret quand même, même si on en comprend le sens, a quand même des impacts pour les prestataires de formation. Hein. Ne nous voyons pas la face, même si l'objectif c'était de mettre fin au portage Calliope, etc., responsabiliser et autres. Mais néanmoins, il y a des impacts parce que là, comme je l'ai dit, c'est le prestataire référencé qui est garant, qui est responsable du respect des différentes obligations par le sous-traitant. Et donc, si ce sous-traitant ne respecte pas les obligations requises, le prestataire en question peut faire l'objet il risque de son déréférencement par la CDC. Donc, encore une fois, on vous invite à une certaine vigilance. Autre point, ce décret peut remettre en cause le modèle économique des prestataires, puisque aujourd'hui, la plupart des prestataires de formation font recours à la sous-traitance pour la réalisation des actions de formation. Et donc, avec cette exigence spécifique au CPF, ils vont questionner leur modèle économique. Est-ce qu'ils vont internaliser certaines fonctions, etc. Encore qu'il y a des besoins en compétences spécifiques, etc. Mais des questions se posent. Et aussi, il y a un risque de concurrence entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, puisque aujourd'hui, si un sous-traitant décide de s'engager dans cette démarche Calliope, malgré tout ce qui entoure la détention de ces certifications, les différents audits à réaliser, etc. Et en termes d'investissement et de temps aussi, en termes d'investissement financier et de temps. Donc, si un sous-traitant décide de s'engager dans cette démarche, il peut se demander, est-ce que je ne vais pas directement finalement m'inscrire sur la plateforme au lieu d'être sous-traitant? Donc, il y a un risque de concurrence quand même avec les prestataires de notre qui sont déjà référencés. Alors, j'ai une question pour toi, Siloane. Oui. Est-ce que les auditeurs Calliope seront Mhm. chargés de... Est-ce que tu sais si les auditeurs Calliope seront chargés de vérifier les documents juridiques des sous-traitants dans le cadre de Calliope, Ah, DNA, habilitation et autres? alors, oui, à mon sens, parce que la version 9 du référentiel national de Calliope a été mise à jour en tenant compte de ce décret. Il y a certains indicateurs qui ne s'appliquent pas à la sous-traitance, mais d'autres, oui. Spécifiquement, l'indicateur 27, si je ne me trompe,
Pour le CPF, les actions CPF, l'auditeur Calliope devra vérifier un certain nombre de choses. Et donc, même en termes de preuves, il est mentionné que le contrat de sous-traitance devra être produit. Donc, vous avez, je pense qu'on a fait une communication sur cette version 9 du guide et vous avez toutes les informations par rapport à ce référentiel, les indicateurs pour lesquels il n'y a pas d'éléments pour la sous-traitance et d'autres pour lesquels, oui, il faudrait tenir compte de la sous-traitance. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Ok. Est-ce que il n'y a plus de questions concernant la sous-traitance, qui est quand même le décret qui intéresse beaucoup tout le monde? Ok. Je conclus. Moi, ce que j'ai noté, merci déjà Silouane, c'était très intéressant de refaire un focus sur ces 3 décrets. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait attendre, c'est finalement l'arrêté des modalités d'accompagnement au sujet du décret VAE, ça qui va être bientôt publié. Et puis également, ce que j'ai noté pour la sous-traitance, c'est qu'il y a, comment dire, il y a encore un décalage entre l'obligation de déclarer soit un contrat de service ou soit un contrat de sous-traitance dans le cadre du CPF. Et également la question du plafonnement, qui n'est pas encore très très claire. Donc a priori, la DGFP va publier des choses, mais c'est vrai que là, on est un peu encore au milieu du gué. Et c'est vrai que pour les organismes de formation, c'est pas toujours confortable. Donc on espère aussi que la fac de la DGFP apportera certaines précisions. Tu as une idée de savoir quand est-ce qu'elle va être publiée, cette fameuse fac ou... Alors, non, parce qu'on a posé la question à la CDC, à la Caisse des dépôts, ils n'ont pas de délai, ils n'ont pas de délai non plus, ils nous ont parlé juste de sortie imminente, donc on espère que, mais bon, vu que la mise en application, c'est à partir du 1er avril, donc ils vont quand même faire le nécessaire pour que ça paraisse d'ici le mois prochain. Et aussi, si vous avez comme des questions auxquelles on n'a pas répondu forcément et qui mériteraient des précisions de votre part, vous pouvez nous les transmettre, on les remontera soit à la DGFP, soit à la CDC pour avoir plus de précisions sur ce point précis. Parce que ouais, le décret pose quand même des difficultés sur le plan opérationnel en termes d'applicabilité. Bah, j'ai l'impression que c'est pas très clair encore au niveau comment dire, de toutes les personnes qui peuvent intervenir dans le cadre du cycle de vie d'une action de formation. Pour les activités administratives, etc., ça me paraît assez clair. Mais dès lors qu'on rentre sur le cycle de l'action de formation, là, je pense que les organismes de formation se posent encore beaucoup de questions. Sur la délimitation entre ce qui peut rentrer dans le cadre de la sous-traitance ou de la prestation de service. Ouais. Bah, merci à tous. Passez une très bonne journée. Puis on se retrouve bientôt dans le cadre d'un autre webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous de votre participation.